Une fois que vous commencez à vous jeter sur quelqu'un, vous devenez sans valeur à leurs yeux. Alors, quand je découvre que Lydia, la beauté du campus qui a rejeté mes confessions 99 fois, est tombée pour moi dès notre première rencontre mais m'a fait tourner autour juste pour profiter du frisson d'être poursuivi, me rejetant encore et encore, je décide de mettre un terme à tout cela. Je vais directement voir mon conseiller et obtiens une place garantie dans le programme d'études à l'étranger. Avant de partir, décidé à faire une rupture nette, j'ai prévu de couper les ponts avec Lydia une fois pour toutes lors de sa fête d'anniversaire. Mais quand je arrive, la fête est déjà en plein essor. Des voix familières s'échappent de la salle privée. Pourquoi Ethan est-il en retard? Ne me dis pas qu'il est parti préparer quelque grande surprise. Il a déjà confessé 99 fois. La numéro 100 est juste au coin du chemin Lydia, tu devrais dire oui cette fois-ci. Exactement. Tout le monde sait que tu l'aimes. Si tu le rejettes encore une fois, ton quasi petit ami pourrait vraiment partir pour de bon. Écoutant les filles taquiner, Lydia semble totalement confiante. Ethan m'aime trop pour partir. Quand il confessera à nouveau, je dirai oui. Ce ton, si certain, si sûr de lui, me paraît pitoyable. Un prochain fois, il n'y aura pas de prochaine fois. En 2 ans que j'ai passé à poursuivre Lydia, j'ai jeté chaque miette de mon respect pour moi-même. J'ai ignoré les moqueries de nombreux camarades. Chaque jour, je trouvais de nouvelles façons de la satisfaire, et elle ne m'a jamais rien donné en retour. J'avais pensé à abandonner. J'ai pleuré seul dans l'obscurité plus de nuits que je ne peux compter. Mais chaque matin, je me ressaisissais et retournais la poursuivre. J'étais même prêt à tout abandonner. Le placement d'échange à l'étranger que j'avais tant combattu pour obtenir, tout cela juste pour rester à ses côtés. Puis un jour, je suis tombé par hasard sur le téléphone de Lydia. Mon nom dans son téléphone était mon cher mari. Son album photo contenait plus d'1 millier de photos de moi. Mais au lieu de joie, ce que j'ai ressenti en apprenant la vérité était une profonde sensation d'ironie et de rage. Je suis épuisé. J'en ai marre. Tout ce que je veux maintenant, c'est disparaître complètement du monde de Lydia. Au moment où j'ouvre la porte, chaque conversation à l'intérieur s'arrête brusquement. Tous se tournent vers un autre endroit en silence, feignant de ne pas m'avoir vu. Lydia reprend son verre et rejoint le jeu. Son expression est distante et froide, sans même jeter un regard. Je la regarde et pense, quelle performance. Face à une salle pleine de gens qui me regardent droit au travers, je ne ressens aucune déception. Je marche calmement jusqu'à un siège vide dans le coin et m'assois. Pour les heures suivantes, tout le monde rit et discute autour de moi tandis que je reste seul à parcourir mon téléphone, invisible comme une ombre. Par le passé, dès que Lydia apparaissait dans une pièce, je trouvais toujours une excuse pour être à ses côtés, dirigeant conversation après conversation juste pour capter son attention. Même cette fête d'anniversaire a pris des semaines de harcèlement et une armée de personnes me soutenant avant qu'elles ne finissent par accepter de m'inviter. Logiquement, quelque chose de difficile devrait être traité avec plus de soin. Mais en me voyant là, sans souci, détendu, indifférent, comme si son anniversaire n'avait aucune importance pour moi du tout. Cette indifférence inconnue finit par irriter Lydia et elle se met à jeter des regards furtifs vers moi. Après la chanson d'anniversaire est chantée, et le gâteau est coupé, c'est l'heure des cadeaux. J'attends jusqu'à ce que tout le monde ait présenté les leurs. Puis je me lève lentement, plonge ma main dans mon sac, et lui tends un calendrier. Tout le monde dans la pièce fixe du regard. C'est à peine plus grand qu'une paume, juste 30 pages, une chose qui paraît lamentablement bon marché. Je fais abstraction de leur réaction et regarde directement Lydia en parlant calmement. Lydia, commençant aujourd'hui, détache une page chaque jour. Quand tu atteindras la dernière page, il y aura une surprise en attente pour toi. C'est mon cadeau pour toi. Un présent d'anniversaire en retard. Ses colocataires éclatent immédiatement de rire. Alors, c'est le compte à rebours vers la 100e déclaration d'amour. Est-ce que ça fait 2 ans et tu continues encore? Ça demande une sacrée détermination. Tu es vraiment aussi fou amoureux de Lydia, hein? Influencé par leur taquinerie, Lydia suppose naturellement qu'il s'agit d'un calendrier de compte à rebours pour la 100e déclaration. Un sourire léger tire au coin de sa bouche, puis disparaît aussi vite, laissant son visage indéchiffrable. J'ai seulement dit que je considérerais. Si tu atteins les 100 déclarations, je n'ai jamais promis dire oui. Ils ont tous tort. Le jour où elle détachera la dernière page ne sera pas le jour où je me déclarerai. Ce sera le jour où je disparaîtrai de son monde pour toujours. Je ne dis rien pour les corriger. Je souris simplement légèrement et dis, Lydia, j'ai couru après toi si longtemps sans laisser d'impression. J'ai vraiment envie de savoir. Quel est ton idéal type? La question tombe et toute la pièce se tait. Tout le monde se tourne pour regarder Lydia avec des expressions indéchiffrables. Lydia soutient mon regard un moment, puis entr'ouvre doucement ses lèvres. Mon idéal type. Avant qu'elle ne termine, la porte s'ouvre brusquement et attire tous les regards de la pièce vers elle en pleine vue de tout le monde. Julien entre portant un cadeau soigneusement emballé. Le visage de Lydia se réchauffe en un sourire chaleureux. Joyeux anniversaire, Lydia. Son regard suit les mots et se fixe sur Julien complètement. Elle lève un doigt, tape légèrement la table, puis reprend là où elle avait laissé. Mon idéal type est quelqu'un de joyeux et facile à vivre, bien coiffé, beau, le garçon du coin. Julien vient tout juste de franchir la porte, et déjà son visage s'éclaire. Il se précipite vers elle, presse son cadeau soigneusement préparé dans ses mains, et l'encourage à l'ouvrir sur le champ. En un instant, l'attention de la pièce change et personne ne pense plus au sujet précédent. Regardant les deux entourés par la foule, je n'affiche aucune trace de douleur. Je reviens simplement à mon siège dans un coin avec une expression calme. Pour le reste de la soirée, où que Lydia aille, Julien la suit. Il rit et parle, se protège des toasts, partage une seule tranche de gâteau. Je les observe en silence, et des souvenirs commencent à affleurer. Lydia était la fille la plus convoitée de l'université Shinga, mais elle avait toujours tenu tous les autres garçons à distance. La seule exception était Julien, son ami d'enfance, qui avait grandi à ses côtés. Elle levait la main pour remettre en place ses cheveux lorsqu'ils tombaient sur son front. Elle allait avec lui en classe et portait son sac. Elle faisait des paris avec des filles de l'école pour sa part et les défiait en compétition. Chacun de ces petits services était une épine plantée droit dans ma poitrine. Mais c'est seulement quand j'ai appris la vérité que j'ai compris, malgré avoir grandi ensemble, Lydia et Julien n'avaient jamais vraiment été proches. Julien avait toujours traîné après. Elle avait toujours ignoré lui. C'était seulement après que je suis venu qu'elle a commencé à se rapprocher de Julien délibérément devant moi purement pour me rendre jaloux et me pousser à la poursuivre encore plus fort. Donc regardant Lydia donner le même spectacle droit devant moi. Maintenant je ressens rien d'autre que du mépris. Je pose mon verre, me lève, et marche vers les toilettes. Je mets de l'eau froide sur mon visage et sens ma tête se clarifier un peu. Je tire quelques essuie-tout pour sécher mon visage.
Et avec ma vision bloquée, je ne remarque pas que quelqu'un est entré à côté de moi. Pas jusqu'à ce que la voix sarcastique de Julien traverse le silence. Seulement alors je sens quelque chose n'est pas correct. Ethan, tu chasses Lydia depuis des années et elle ne te donne toujours pas une minute de son temps. Et tu as encore le culot d'apparaître à sa fête d'anniversaire. Je t'en supplie. Elle ne te supporte pas. Ne peux-tu pas lire la pièce? Tu es pitoyable, petit S, ces mots ne me touchent en rien. Je le regarde calmement. Es-tu fini? Julien n'a pas prévu cela. Il cligne des yeux, désarçonné un moment. Bien sûr que non. Sais-tu ce que tout le monde sur le campus t'appelle? Le type qui a confessé 99 fois et est allé nulle part. Un total de S. Tu es censé être un étudiant sérieux. N'as-tu vraiment aucune honte du tout? Quiconque avec des yeux peut voir que Lydia me supporte. Pourquoi ne peux-tu pas simplement ouvrir les tiens et l'accepter? Regardant lui continuer comme ça. Je reste complètement insensible. Je déplace simplement mon regard de lui à l'espace derrière lui. Avant que tu ailles plus loin, tu devrais peut-être regarder derrière toi. Julien suit mon regard et se retourne confus et vient face à face avec Lydia debout dans le seuil. Elle est clairement là depuis un moment. Elle a vu tout. La réalisation frappe Julien comme une bassine d'eau froide. Le culot s'évacue de son visage instantanément, remplacé par une expression pitoyable et blessée. Il se précipite à son côté, prend son bras, et entreprend un rapide flot d'explications. Lydia, ce n'est pas ce que ça semble être. Ethan a commencé. C'était lui qui me taquinait, mais Lydia ne semble pas s'en soucier du tout. Elle a vu Julien m'insulter de ses propres yeux et agit comme si elle avait vu rien. Elle jette un bref coup d'œil à moi, puis glisse son manteau et le drap sur les épaules de Julien. Il fait vent là-bas. Tu n'es pas habillé assez chaudement. Ne prends pas froid. Elle prend sa main et le conduit de nouveau vers la salle privée. Julien ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle réagisse ainsi. Le fait qu'elle ne se soucie absolument pas de lui m'insulter me donne un coup de confiance immédiat. Il se redresse aussitôt. Il me jette un dernier regard par-dessus son épaule, un large sourire moqueur, savourant ce qu'il voit comme ma humiliation. La tête baissée, je ne le vois pas. Je serre la serviette en papier humide et la jette dans la poubelle, puis marche vers les escaliers. Le couloir est silencieux, seulement mes pas. Dans l'obscurité, je repasse ce qui vient de se passer et laisse échapper un rire silencieux et sans humour quand elle a drapé son manteau sur Julien tout à l'heure. Ses yeux étaient fixés sur moi toute la fois tandis que sa bouche parlait des mots pour lui. Dis ce que tu veux, mais elle est une actrice véritablement impressionnante. Si je n'avais déjà su ce qu'elle cachait, j'aurais peut-être vraiment été dupe. Dehors, une pluie lourde a frappé presque. Tout le taxi est hors service. Un groupe d'entre nous est coincé à l'entrée du bar. Lydia appelle le chauffeur de sa famille, disant qu'elle ramènera Julien chez lui. C'est tard. Tout le monde s'en va. Ne trouve-t-il pas un peu excessif de laisser Ethan seul ici, attendant dans la pluie? Lydia prend le parapluie du conducteur. Il a des jambes. Il peut se débrouiller. Elle ne me jette même pas un regard. Alors qu'elle monte en voiture avec Julien, je regarde la voiture disparaître dans la pluie et retourne à mon téléphone, toujours essayant de trouver une course. J'attends plus de 2 heures dans le froid. Seul lorsque la pluie se calme un peu, un chauffeur accepte finalement ma demande. Dès que je rentre chez moi, il est 2 heures du matin. Je tape le code de la porte et au moment où ma porte s'ouvre, celle d'en face aussi s'ouvre. Rentre plus tôt à l'avenir. Le bruit de ta porte me dérange pendant mon sommeil. Je remarque qu'elle est encore habillée comme hier soir à la fête. J'ai tout compris immédiatement et je souris froidement pour moi-même. Je fais un non committal et entre directement. J'allume la lumière et ferme la porte. Au moment où j'ai changé mes chaussures, un grand claquement retentit de l'autre côté du couloir. Je n'y prête aucune attention. Je change de vêtements pour des pyjamas, allume le climatiseur et me blottis sous une couverture sur le canapé. Cet appartement il y a 6 mois après avoir entendu d'une personne que Lydia avait quitté la résidence universitaire. J'étais sorti et avais acheté cet endroit spécifiquement pour cela. Je suis parti moi aussi juste pour devenir son voisin. J'apportais son petit déjeuner le matin, disais bonsoir le soir, créais des rencontres fortuites chaque jour, tout cela pour la séduire. Et peu importe combien de chaleur et de soins je lui offrais, elle ne reconnaissait jamais rien de cela. Mais quand j'ai finalement découvert son secret, j'ai réalisé qu'elle avait feint toute l'histoire. Juste comme ce soir, elle est clairement rentrée depuis un moment, encore vêtue des mêmes habits de la fête, incapable de dormir parce qu'elle était inquiète pour moi. Et au moment où elle me voit, elle se met à faire des récriminations mesquines. Je suis fatigué de voir dire une chose et en penser une autre. J'en ai marre de jouer le jeu. Je prends mon téléphone, ouvre une application immobilière et mets l'appartement en vente. Si je pars, je vais faire les choses proprement. Le lendemain matin, l'agent immobilier vient inspecter le logement. Toujours à moitié endormi, j'ouvre la porte et lui fais visiter les grandes lignes de l'appartement. Je suis juste sur le point de la raccompagner quand la porte d'en face s'ouvre, Lydia sort avec ses clés de voiture, et au moment où elle voit une femme inconnue à côté de moi, son sourcil se fronce instinctivement. Qui est-elle? Ma belle-sœur. Elle est venue déposer quelque chose. Je le dis sans hésiter. L'agent me jette un regard surpris mais elle est professionnelle. Elle ne trahit pas ma confidence. Elle fait une excuse rapide et s'en va. Je rentre, change de vêtements et pars pour le campus. J'arrive au coin et trouve quelqu'un bloquant l'ascenseur. Lydia. Je la regarde perplexe. N'était-elle pas en train de partir il y a un moment? Pourquoi est-elle encore là? Lydia rencontre mon regard confus et dit un peu raide, je te conduirai au campus aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de ce qui lui passe par la tête, alors je secoue la tête pour refuser, mais elle est étrangement insistant, pressant l'offre encore et encore, passant d'une excuse à une autre, de tu seras en retard ça fait partie de mon chemin. Elle semble sur le point de mentionner quelque chose au sujet de sauver l'environnement, et je n'ai ni l'énergie pour continuer à argumenter ni le temps à perdre, donc j'accepte. Tout le trajet se passe en silence. Pas un seul mot entre nous. Elle est si habituée à ce que je remplisse chaque silence de bavardage que cette version silencieuse de moi la perturbe clairement. Une lueur d'inquiétude traverse son esprit. Ce n'est pas sa imagination. Quelque chose chez moi a réellement changé ces derniers jours, et ce changement, pour des raisons qu'elle ne peut pas nommer, commence à lui faire peur. Lorsque nous arrivons sur le campus, je dénoue ma ceinture de sécurité, lance un rapide merci et sors avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Je traverse les grilles de l'école d'un pas vif et remarque que tout le monde qui passe à côté de moi me regarde avec des expressions étranges et chargées. C'est Ethan, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est bien lui, celui qui fait la une en ligne. Quelle honte. Les murmures ne veulent rien dire pour moi. Je sors mon téléphone immédiatement et trouve une série de liens d'amis m'attendant.
J'en ouvre un et découvre que quelqu'un a soumis l'histoire complète de ma poursuite de Lydia à un tableau des moqueries du campus et qu'elle est en train de devenir tendance. Le tag indique le meilleur sim de l'université de Shinga. Je reste là, figé. Le post principal sous le tag est la soumission originale documentant chaque détail de ma poursuite de 2 ans dans des détails exhaustifs, y compris les contenus complets de mes lettres d'amour. De loin, je peux voir une foule rassemblée autour du tableau d'affichage du campus, qui est recouvert de copies de ces lettres de haut en bas tandis que la foule rit et commente librement. Oh, s'il vous plaît. Je suis perdu dans tes yeux. C'est insupportable. 99 lettres d'amour. Chacune d'entre elles dégouline comme ça. Vraiment perturbant. Ne devrait-il pas être le meilleur talent académique de Shinga? Comment quelqu'un d'aussi intelligent peut-il devenir un tel S? La moquerie atteint quelque chose de profond en moi. Je traverse la foule et déchire les lettres une par une. Lorsque j'arrive à la dernière, la voix tranchante de Julian perce derrière moi. Lydia, Ethan t'a avoué tant de fois. Combien est-ce que tu l'aimes vraiment? La voix de Lydia reste aussi froide que toujours. Elle dit un mot, 0. Avec tous les deux maintenant présents sur place et moi debout après avoir été publiquement humilié, le rire de la foule devient plus fort et plus joyeux. Certains dans la foule sont impatients d'alimenter le feu. Ils me posent des questions sarcastiques. Ethan, 99 avoue et tu as obtenu un 0. Ne devrais-tu pas essayer plus fort? Quand sera l'avou numéro 100? Allez, faisons tous une partie pour te donner des conseils. Je serre les morceaux déchirés des lettres dans mon poing, mon index blanc sous la pression. Des mots montent à mes lèvres. J'ai presque parlé, mais en regardant autour de moi et voyant les escaliers pittoresques se refermer de toutes parts, je me retiens. Au lieu de cela, j'élève au-dessus de ma tête les lettres déchirées comme un drapeau de bataille et annonce à toute la foule, d'accord. Avou numéro 100, place centrale, le 3 décembre, 9h du matin. Tous les étudiants sont invités. Amenez vos amis. Sans attendre pour voir la réaction de quiconque, je tiens la tête haute et m'éloigne. Je saute mes cours du matin et rentre chez moi à la place. Je déchire chaque lettre d'amour en morceaux, les brûle jusqu'à ce qu'elles soient réduites en cendres et jette chaque trace. Les dans l'évier. Ce week-end, un club étudiant que j'avais presque oublié envoie un message appelant à une réunion. Je dois démissionner du club de toute façon, donc je vais, mais quand je pousse la porte, je trouve Lydia là. Lydia, qui ne vient jamais à ces choses, apparaît pour la première fois que l'on se souvienne. J'agis comme si je ne l'avais pas vue et prends place seule dans un coin. Le moment où il me voit, les amis de Julian commencent leur routine habituelle. Comment Lydia a-t-elle fini par accepter de venir? Évidemment, parce que Julian aime s'amuser. Tout le monde sait que notre beauté du campus n'écoute que lui. Je n'ai aucun intérêt pour leur petit jeu. Je ramasse quelques mandarines et commence à les peler. Une fois tout le monde arrivé, le président du club lance la séance. Je n'ai pas d'intérêt à jouer, mais je suis entraîné de toute façon et dois me traîner à travers une ronde totalement ennuyeuse de vérité ou défi. Après 7 ou 8 rondes, Lydia finit par perdre. La salle explose. La beauté du campus tire la carte. Baiser n'importe quel homme dans la pièce pendant 3 minutes. Allez. Allez. Qui est le chanceux? Je sais qu'elle ne me choisira pas. Je m'en fiche de qui elle choisisse. Je baisse les yeux et retourne les dés dans mes mains. Comme prévu, Lydia choisit Julian, mais elle a une condition. Toutes les lumières doivent être éteintes. La pièce devient complètement sombre. Rien d'autre que le son de la respiration. 3 minutes plus tard, les lumières reviennent. Lydia est déjà revenue à sa place. Julian se tient là seul, avec une expression assise parce que Lydia ne l'a pas embrassé. Je jette un bref coup d'œil vers lui, entends le président appeler la prochaine ronde et lance mes 3 dés sur la table sans y penser. 3-1, le plus bas possible sans mots. J'ai tiré une carte du tas, exactement le même défi que précédemment. L'énergie dans la pièce augmente immédiatement. Chaque paire d'yeux va de moi à Lydia et Julian. Je les ignore tous, donne un coup de poignet au spinet de manière nonchalante, et regarde l'aiguille se poser sur une étudiante de 2e année assise en face de moi. Pendant un moment, tout le monde suppose que je recule devant quelque chose. Désolé de vous mettre dans cette situation, dis-je à elle. Elle semble complètement déconcertée et est juste en train de se lever. Quand Lydia se lève brusquement de sa chaise et renverse son tabouret avant que quiconque ne comprenne ce qui se passe, Lydia intervient froidement. Nous y sommes depuis assez longtemps. Je suis fatigué. Il est temps d'une pause. Elle le dit et ses colocataires immédiatement approuvent en chœur. Le président n'a pas d'autre choix que de déclarer une interruption. Pendant la pause, quelques filles mentionnent qu'elles ont faim et les colocataires de Lydia traînent les garçons au sous-sol pour acheter des snacks. Ils sont partis pendant 20 minutes sans aucun signe de retour. Le président décide de ne pas attendre plus longtemps et appelle le jeu à reprendre. Je pose mon téléphone et regarde autour. L'étudiante de 2e année est partie, plus précisément. Toutes les filles dans la pièce ont disparu sauf Lydia. Je n'ai même pas besoin de deviner. Cela a tout l'air de Lydia, mais je n'ai aucune intention de jouer son jeu. Alors, j'attrape le verre de 500 ml devant moi, soulève mon verre en direction de la pièce et dis, mon partenaire choisi est parti. Selon les règles, je prendrai la pénalité de buisson. Je baisse la tête et vide entièrement le verre sans fléchir. Lydia ne s'y attendait pas. Me tout choisir l'alcool sur elle. Son expression s'assombrit instantanément. Elle me regarde avec des yeux froids et pesants, serrant les dés dans sa main si fort qu'il clique. Avec la moitié de la salle partie, le jeu perd son attrait et la réunion se dissout doucement. J'attends jusqu'à ce que tout le monde soit agréablement ivre. Puis je tends au président ma lettre de démission et me dirige vers les escaliers. Une main sur le mur pour garder l'équilibre. Je n'ai à peine atteint le haut des marches quand je repère Julian pas loin devant, je suis prêt à regarder ailleurs et passer devant lui. Quand il attrape mon bras, ses yeux brillent. Ce regard que tu m'as lancé lorsque les lumières se sont allumées. Que devait-il signifier? Laisse-moi te dire quelque chose. Le fait que Lydia ne m'a pas embrassé n'a qu'un seul sens. Elle me respecte trop pour le faire devant tout le monde. Je ris presque, mais je sais que rien de ce que je dirai ne passera à travers lui. Alors, j'acquiesce. Oui, tu as absolument raison. Je fais mine de pousser sa main et partir, mais son étreinte se resserre et il continue. Nous luttons de va-et-vient avec mon équilibre déjà compromis par l'alcool. Le tiraillage me fait trébucher en arrière et je dégringole toute la volée de marche. Julien est pris au dépourvu, perd l'équilibre et vient roulant après moi. La confusion attire des gens qui courent. Plusieurs étudiants qui n'ont pas encore quitté se précipitent en arrière. Voyant que nous sommes tous les deux sérieusement blessés, tout le monde panique. C'est Lydia qui finit par appeler et arrange pour que nous soyons transportés à l'hôpital de sa famille. Après un examen complet, le médecin confirme des fractures osseuses.
sans une intervention chirurgicale rapide, il y a un risque d'invalidité permanente. Dès qu'elle nous trouve blessés, les yeux de Lydia ne me quittent pas regardant mon visage grisâtre et la sueur qui coule régulièrement sur mon front, elle semble ressentir la douleur elle-même. Son torse est tendu par cette douleur. La salle d'opération est prête, mais il n'y a qu'un seul chirurgien de garde capable de réaliser l'intervention. Lydia doit décider qui entre en premier. Elle regarde instinctivement vers moi et me trouve déjà la regardant. Il n'y a aucune chaleur ou désir dans mes yeux comme elle les voyait autrefois. Seulement une calme immobile, comme une eau stagnante. Ce regard lui fait un coup au cœur. Mademoiselle, veuillez décider rapidement qui entre en premier. Je suis allongé sur le brancard, aussi pâle que du papier, et dans la dernière seconde avant de perdre conscience, j'entends la voix de Lydia résonner avec une clarté absolue. Julien, sauvez Julien d'abord. Les médecins poussent Julien à travers les portes de la salle d'opération sans délai. Au moment où ces portes se referment, je perds totalement conscience. Quand je reviens à moi, un jour entier s'est écoulé. J'ouvre les yeux et mon premier réflexe est de tendre la main pour sentir ma jambe. Lorsque je la sens intacte avec sensation, j'exhale longuement et des larmes montent à mes yeux. Un soulagement pur et écrasant. Je peux encore utiliser ma jambe. Mes parents arrivent peu après avoir reçu la nouvelle et me font transférer dans une suite très importante au dernier étage où ils s'occupent de moi avec soin. 2 heures plus tard, Julien est placé dans la chambre directement en face de la mienne. Lydia le conduit elle-même, son bras entrelacé au sien. Pour le confort du personnel médical, les 2 portes des chambres restent ouvertes, me permettant d'avoir une vue claire de tout ce qui se passe dans la chambre voisine. Julien se plaint constamment de la douleur. Lydia continue à trouver de nouveaux sujets pour le distraire. Quand les repas de l'hôpital ne lui conviennent pas, elle va chez elle et prépare un plateau de plats légers, facile à digérer, pour lui apporter. Lorsqu'il se plaint que rester dans la chambre est ennuyeux, elle trouve une source régulière de nouveautés et d'entertainment pour l'occuper. Au cours des 10 jours environ de leur séjour, les deux sont si visiblement proches que les infirmières commencent à murmurer, spéculant sur le fait que le directeur de l'hôpital va peut-être gagner un beau-fils. Je l'écoute en silence et ne dis rien, mais je sais parfaitement bien que chaque détail est monté pour mon bénéfice. J'ai fermé la porte de ma chambre plus d'une centaine de fois, et chaque fois une infirmière apparaît presque immédiatement pour vérifier sur moi, ce qui est trop constant pour être une coïncidence. Le jour de la sortie, je les croise encore dans le garage souterrain. Dès qu'elle me voit, Lydia aide Julien à se lever du fauteuil roulant et le fait entrer en voiture. Ethan, j'entends que tu vis juste en face de Lydia. Nous te donnerons un coup de main. Je n'ai pas envie d'engager la conversation avec lui. Je monte sans lever les yeux. Lorsque la voiture arrive devant notre immeuble, je refuse l'aide de mes parents et me rends chez moi seul sur mes béquilles. L'ascenseur remonte du sous-sol au rez-de-chaussée. Lydia, qui est censée conduire Julien chez lui, entre soudainement à l'intérieur. Nous nous regardons brièvement. Ni elle ni moi ne disons un mot. L'ascenseur s'arrête au 17e étage. Lydia se tient sur le seuil, mais ne fait aucun mouvement pour sortir. Je déplace mes béquilles et me faufile devant elle pour sortir en premier. Je marche lentement, mais elle marche encore plus lentement derrière moi, et je peux sentir son regard sur mon dos tout du long. Lorsque j'arrive à ma porte et que je commence à entrer le code, ma béquille glisse et tombe avec un bruit métallique par terre. Je dois m'appuyer contre le mur pour me baisser prudemment. Mes doigts viennent tout juste de se refermer dessus lorsque l'ombre d'une personne se projette sur moi. Lydia est accroupie à côté de moi, peut-être pour la ramasser. Mais dès que nos yeux se croisent, elle retire sa main et s'occupe de nouer une chaussure qui s'est défaite. Je laisse échapper un rire sarcastique silencieux, ramasse la béquille, me hisse sur mes pieds et entre. Après une longue réhabilitation à la maison, les examens finaux arrivent, bien que je parte bientôt du pays. Ma jambe est assez guérie pour que je puisse me déplacer, donc je ne demande pas de report d'examen. Je vais dans l'amphithéâtre et prends le test. L'amphithéâtre a trop d'escaliers pour mon état, alors je prends une place en première rangée du milieu. Pas longtemps après, Lydia entre en soutenant Julien. Dès que Julien me voit, il se plaint immédiatement de sa jambe qui fait mal et insiste pour s'asseoir en première rangée. Lydia l'aide à prendre la place à côté de moi, puis elle prend le poste contre le mur elle-même. L'examen commence bientôt après. Au moment où le surveillant descend les dernières marches du couloir, Julien lance une boule de papier préparée vers mon bureau. Ma main se fiche sur mon stylo avant que je comprenne ce qui s'est passé. Le surveillant pivote et me gronde. J'ai fait très clairement comprendre avant l'examen. Vous pouvez mal performer, mais votre intégrité est incontournable. La tricherie n'est pas acceptable et vous la faites quand même. Ethan. Vos résultats sont nuls. Seulement alors je comprends ce que Julien a été faire. Je ne vais pas prendre ça en silence. Je me lève immédiatement et demande qu'il vérifie les images de sécurité. Malheureusement, le bâtiment a perdu le courant ce matin-là et les caméras de la salle de classe n'ont jamais redémarré. Regardez l'expression de Julien passer de l'alarme au calme satisfaction. Je peux à peine garder mon sang-froid. Lydia est assise juste à côté de Julien. Elle a vu tout. Le surveillant, ne voulant pas être injuste, appelle Lydia immédiatement en avant. Les bâtiments académiques à Shinga ont été financés par la famille de Lydia. Elle n'a rien dû à personne et sa réputation pour la justice et l'intégrité est inattaquable. Son mot chez les étudiants et le personnel porte un poids absolu. Après avoir entendu le compte complet, Lydia relève ses yeux et me regarde pendant un moment. Puis elle dit calmement et uniformément, Julien n'était pas celui qui trichait. Ces mots tombent comme une sentence. Ethan, qu'y a-t-il encore à discuter? Tu triches, tu le nies, puis tu essaies de blâmer un camarade de classe. Absolument sans honte. Je me demande maintenant si tes résultats précédents ont également été obtenus de manière frauduleuse. Quoi qu'il en soit, cet incident sera formellement rapporté à toute l'université. Je reste là et je sens quelque chose de froid se refermer autour de moi. J'avais invoqué le nom de Lydia parce que je croyais que quand cela comptait vraiment, elle se tiendrait pour ce qui était juste. Je n'avais pas imaginé qu'elle donnerait un témoignage faux pour Julien, ayant vu chaque détail avec ses propres yeux. Il ne reste rien à dire. J'entretiens le regard de Lydia pendant une longue minute, puis je quitte sans mot. Lydia voit mes yeux rétrécis et quelque chose en elle vacille. Elle bouge par instinct, se précipitant après moi et se plaçant sur mon chemin. Ethan, je sais que Julien avait tort, mais il est sensible. Je ne voulais pas que les gens parlent de lui. Pas une seule excuse, juste des excuses pour Julien. Je commence à me demander si ce que j'ai vu sur son téléphone ce jour-là était quelque sorte d'hallucination. Alors, c'est ta justification pour me diffamer? Il ne peut pas supporter qu'on parle de lui, mais je peux. Lydia, penses-tu que parce que j'ai avoué à toi 99 fois, je dois avoir une peau aussi épaisse qu'un mur? Que je suis d'une manière ou d'une autre immunisé contre l'humiliation? Me voyant comme ça, la contenance de Lydia vacille. Elle tend la main et prend ma main. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'était juste un examen.
Tu peux rattraper les crédits. Je trouverai un moyen de te le faire payer. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tout ça. Fais-le-moi payer. Tu ne me supportes même pas. Que comptes-tu exactement faire? Le sarcasme dans ma voix atteint Lydia quelque part où elle n'attendait pas, et elle est presque sur le point de laisser échapper la vérité. Qui a dit que je ne te supportais pas? Elle se rattrape instantanément au moment où les mots quittent sa bouche et s'arrêtent net. Crois-moi, quand la 100e confession viendra, je réglerai les choses. Elle éteint un souffle de promettre qu'elle dira oui. La vieille Lydia n'aurait jamais montré autant de failles. Mais j'ai depuis longtemps perdu tout espoir et je retire ma main. Puis continue de déchirer ses pages. Attends pour la dernière une. Lydia reste là à me regarder m'éloigner. Pour la première fois, sa voix s'adoucit. D'accord, 3 jours restants. Je promets que je te donnerai une réponse qui te plaira. 3 jours avant mon départ, l'appartement listé pendant plus de 2 semaines finit par se vendre. L'agent vient avec le contrat. Je signe sans hésitation. Dans 3 jours, je serai parti. Ces derniers jours, je vais régler. Tout dehors afin que le nouveau locataire puisse s'installer directement. L'agent note la date. Je l'accompagne jusqu'à l'ascenseur. Au moment où la porte s'ouvre, Lydia sort en portant 2 sacs d'achat. Elle observe l'agent un instant, puis esquisse un sourire poli. Bonjour, répond l'agent avec un bonjour légèrement hébété en retour. Après que les portes de l'ascenseur se referment, je me prépare à partir, mais Lydia m'appelle étant l'un des sacs. Je passais par là et j'ai fini par acheter trop de choses. Tu veux un peu? Je jette un coup d'œil dedans. Du bonbon, du fruit sec. Mon préféré. La boutique est située à l'est de la ville. Plus de 2 heures aller-retour avec une file d'attente d'1 heure en plus de ça. Elle a fait un détour pour acheter quelque chose qu'elle sait que j'aime, puis elle a inventé une raison pour me le donner. Je le prends sans rien dire et le jette dès que je suis à l'intérieur. Le sac trace un arc propre dans l'air avant de se poser nettement dans la poubelle. 2 jours avant mon départ, je vais chez un imprimeur et dépense plusieurs milliers de yuan pour imprimer 10 000 cartes de la taille d'une paume. Je retourne au dortoir et demande à quelques camarades de chambre de grimper sur le toit du bâtiment principal au 3e étage et de répandre les cartes dans la cour située en dessous. Mes colocataires ont entendu tout ce qui s'est passé récemment, supposant que je ne suis toujours pas prêt à lâcher prise. Ils me pressent de repenser ma décision. Allez. Après tout ce qu'elle t'a fait subir, pourquoi continuer à te faire ça? Elle est allée trop loin. Tes sentiments méritent tellement mieux que cela. J'ai déjà fait la paix avec tout, mais entendre leur sollicitude me procure une chaleur silencieuse dans ma poitrine. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Répandez-les pour moi. J'ai déjà engagé une équipe de nettoyage pour gérer les débris et je ne vais pas avouer quoi que ce soit. Ce que je fais en réalité, c'est dire adieu. Cela les fiche sur place. Ils me regardent tenter de comprendre ce que je suis vraiment en train de faire. Je leur dis encore une fois merci et tourne pour partir. Alors qu'ils me regardent s'éloigner, l'un d'eux ouvre la boîte et sort une carte. Elle lit, Ethan ne reverra jamais Lydia. Le jour avant mon départ, je vais sur le campus pour finaliser toutes les formalités restantes, puis rentre chez moi pour commencer à emballer mes affaires. J'ai été ici seulement 6 mois, donc il n'y a pas grand-chose, mais presque tout est lié de quelque manière que ce soit à Lydia. Je trouve quelques cartons et les remplis. Le foulard que j'ai passé 2 semaines à tricoter pour elle. Je le coupe en un fouillis de fil lâche. Le vase en céramique qu'elle a donné à une vente aux enchères caritatives, que j'ai acheté au prix fort pour récupérer, je le casse en morceaux. Toutes les lettres d'amour que j'ai écrites pour elle pendant des nuits sans sommeil, je les passe dans un broyeur de papier. Au moment où tout cela atterrit à la poubelle, tout ce qui lie Lydia et moi deviendra du passé. Finalement, il ne reste que 2 vêtements. Le chemisier qu'elle portait lors de notre première rencontre et un pantalon noir ample. J'allume une allumette et les brûle tous les 2. Je me lève et trouve Lydia debout pas loin. Je nettoie juste quelques affaires dont je n'ai plus besoin, dis-je. Et avec cela, je tourne et monte à l'étage. Ce même matin, j'émerge au petit jour des bruits venant de la pièce voisine. J'ouvre les yeux encore à moitié endormi et attrape mon téléphone pour vérifier l'heure. Seulement pour trouver la barre des notifications inondée de messages. Cela me prend un moment pour comprendre que tous proviennent d'un groupe de discussion de environ 20 personnes. Il y a un an. Voulant en savoir plus sur les goûts de Lydia, j'ai silencieusement ajouté mon nom à la liste et n'en suis jamais reparti. Lydia ne savait pas que j'étais là. Ceux qui inondent le chat à cette heure matinale sont les amis de la résidence de Lydia. Tu es réveillée si tôt, Lydia. Ne me dis pas que tu étais trop excitée pour dormir. Évidemment, elle est restée insomniaque depuis 23 heures hier soir. Alors, vas-tu vraiment dire oui à la déclaration d'Ethan cette fois-ci? Mon pouce s'arrête sur l'écran en dessous. Je vois quelque chose de rare. Lydia a tapé une longue réponse. Ce n'est pas pour dire oui. Nous avons toujours eu des sentiments l'un pour l'autre. C'est juste que les choses se mettent en place comme elles étaient censées le faire depuis le début. Arrête de poser des questions évidentes et aide-moi à choisir une tenue. Laquelle, celle-ci ou celle-là? Elle suit son message avec des dizaines de photos d'habillement et le chat explose. Bon sang. Est-ce vraiment la même reine du froid qui a juré de ne plus jamais fréquenter les hommes? Regarde-la maintenant. Au milieu de l'inondation de réactions étonnées, Lydia envoie une ligne supplémentaire. Je l'aime. Il n'y a personne d'autre. Pas dans cette vie. En lisant ces mots, je ris à haute voix. Je ne peux pas m'en empêcher. Trop de souvenirs surgissent en même temps. Et en voyant cette déclaration d'amour, tout ce que je ressens est l'absurde amertume humoristique d'un twist au Henri. Elle m'aime donc elle a rejeté mes confessions 99 fois et m'a fait devenir le sujet de moqueries sur toute la campus. Elle m'aime donc elle m'a ignoré constamment et a simulé une intimité avec un autre homme juste pour me provoquer. Elle m'aime donc elle a tordu la vérité et m'a accusé et piétiné chaque chose sincère que j'ai jamais offerte. Si c'est ce à quoi ressemble son amour, je ne suis pas équipé pour le porter, et je n'en veux pas. Les messages dans le chat arrivent de plus en plus vite. Certaines des filles vivant sur le campus envoient des photos depuis la place. Il est à peine passé 7 heures, et la place est déjà remplie. Tout le monde est là pour la 100e déclaration. Lydia, viens vite. La déclaration va commencer et tu ne seras pas capable de te frayer un chemin dans la foule. Je suis sur le point d'écarter mon téléphone quand je vois un message privé de Lydia. Je sors maintenant. Et toi? Je sors aussi, mais pas dans la direction qu'elle attend. Je me retrouve à souhaiter que je puisse voir son visage lorsque les cartes pleuvent et encore une fois lorsqu'elle découvre que j'ai déjà quitté le pays, mais je ne serai pas là pour voir tout cela. À partir de ce jour, tout ce qui concerne Lydia n'est plus mon souci. Je termine mes bagages à un rythme nonchalant, me retourne pour une dernière fois regarder la chambre vide et nue, puis prends mon téléphone et bloque tous les numéros et comptes liés à Lydia. Quand c'est fait, je me sens plus léger que depuis des années.
Je prends ma valise, tourne le dos à la chambre et marche vers une vie lumineuse et toute neuve. 5 minutes avant 9 heures, la place est bondée. Une mer d'individus impénétrables avec des gardes de sécurité déployés sur les lieux pour gérer la foule. Regardant le spectacle depuis le haut, mes colocataires sont bouche bée d'une excitation étrange. Avec autant de monde, tout ce qui se passera ensuite sera partout dans le campus dans l'heure. Cela dit, même après que Ethan est parti, personne ne pourra continuer à parler de lui dans son dos. Il parle encore les uns par-dessus les autres lorsque l'horloge atteint 8h59. Ethan est déjà à l'aéroport. Allons-y. Tous répandez les cartes. Prenez toutes des photos. Nous devons qu'il voie cela avant que son avion ne décolle. Les mots viennent à peine de se poser lorsque l'alarme à 9h retentit. Deux d'entre eux prennent leur position de chaque côté du toit et poussent les grosses piles de cartes qu'ils ont placées sur le rebord par-dessus le bord. En un instant, une tempête de cartes blanches dégringole du 16e étage. Dans la place, quelqu'un avec une mauvaise vue crie, il neige. Tout le monde regarde en l'air. Alors que les cartes approchent du sol, des gens se précipitent sur la pointe des pieds, les ramassant et tendant le cou pour lire ce qui est écrit. Au centre de la place, Lydia se tient debout à regarder vers le reste d'entre eux. Ses amis prennent en compte le spectacle autour d'eux, claquant leur langue par admiration. Combien y en a-t-il? 10 000? Ethan a vraiment fait tout son possible. En écoutant leurs mots admiratifs, le cœur de Lydia gonfle d'anticipation. Elle tend la main et attrape une carte alors qu'elle passe et tourne avec un petit sourire plein d'espoir. Le moment où elle lit ce qui est imprimé là, chaque expression quitte son visage. Ses amis se penchent pour taquiner, puis voient les mots et leurs yeux s'écarquillent. Leur voix sort hésitante et incertaine. Ceci ne peut pas être juste. Il doit y avoir une erreur. Il continue à murmurer des réconforts tout en ramassant plus de cartes du sol et les passant à Lydia. Mais chaque nouvelle carte qu'il ramasse est identique dans le même type imprimé. Ethan n'aimera jamais Lydia de nouveau. Maintenant, ils sont vraiment alarmés. Ils attrapent des cartes des mains des spectateurs autour d'eux. Mais chaque nouvelle carte accentue la terreur déjà installée dans leur poitrine. Comment est-ce possible? Est-ce encore une déclaration d'amour? Que devons-nous comprendre par là? Quelqu'un joue-t-il un tour? Ils sont toujours en train de chercher cette explication lorsque la foule autour d'eux, chacun avec sa propre carte, éclate. Eh bien, Ethan n'aimera jamais Lydia de nouveau. Donc, ce n'était pas une déclaration du tout. Il a fait venir toute l'université ici juste pour faire cette annonce. Il s'est donné tout ce mal à la promouvoir. Eh bien, maintenant, tout le monde sait pour sûr. Avec chaque nouvelle vague de réaction, la couleur se retire lentement du visage de Lydia. Elle sent comme si quelque chose s'était coincé dans sa poitrine, coupant l'air à ses poumons, laissant seulement un vaste vide blanc jusqu'à ce que ses yeux remplissent rien qu'une peur et une surprise. À travers la place, des milliers de personnes tendent le cou pour regarder Lydia, et elle ne les déçoit pas. Elle laisse tout tomber dans ses mains et se dirige vers l'édifice principal avec des pas rapides et urgents. La foule se précipite derrière elle. Après avoir poussé la dernière pile de cartes, mes colocataires sont prêts à descendre, mais ils n'ont à peine atteint la porte que Lydia apparaît devant eux. Elle est venue avec ses amis et quelques secondes plus tard, toute la foule déferle derrière eux. À la vue de Lydia, mes colocataires ne perdent pas de temps. Eh bien, si ce n'est pas la beauté du campus de Shunga. Ne disais-tu pas que Ethan ne te suffisait pas? Quelle est l'excitation qui t'amène ici? À la remarque acerbe, les mains de Lydia se serrent en poing et son expression devient sombre. Vous avez répandu ces cartes vous-même sur votre propre initiative? Les mots sur votre propre initiative set all three of them off, logging. We wouldn't react on our own. Ethan paid for every single one of these himself, had them printed, and brought them here. We were just the delivery crew, helping him close that chapter. At that, the student below break into murmurs. Didn't Lydia say she didn't like Ethan? So why does she look like she can't accept this? You clearly don't read enough. In every romance novel this is called, the untouchable ice queen knocked off her pedestal. Now chasing the guy she once cornered. Honestly, if she's regretting it now, she broke this on herself. Where was all this feeling during the preview 99 times? Every one of those speculative words strike Lydia like a blade, puncturing the certainty she has held on to for so long. In these 2 years, she has been convinced she knows me completely, that she can read and control my every thought and move. And for a while, things unfolded exactly as she had planned. All 99 confessions played out just as she expected. She had been certain the 100 would be the one that brought it all to a perfect close, a happy ending for both of them. Instead, at the very moment she was most certain of her victory, he delivered a public, devastating blow. She can no longer hold up the composed and different front she always wore. Her true status lay bare for everyone to see. Where is Ethan? The dorm captain looked at her expression and let a gleeful smile spread across his face. He raised both arms and mimic wings taking flight. The confession is over. Of course, et flou. Lydia's instinct is to dismiss it at taunt, but when those last 2 words land, her had stopped for several seconds. Flu. What do you mean? A cold dread rises in her. She shoved past the guys blocking her way and ran for the rooftop. The rooftop is empty, not a soul. The stairwell and elevator are completely choked with people. There is no way down. Did Ethan not come to campus at all today? The realization hits her like a wall, helpless and already too late. Security deploy in full force and gradually clear the crowd from the building. Lydia is ushered downstairs by her friends and step out to find 7 or 8 sanitation workers already sweeping up the scattered cars. She bend down in a dazaz and pick up a card that has been stacked on until it is barely legible. She reads the word again and this time they hit her differently. The anger and shock from before have given way to something boundless. Pure panic and a fear she has no name for it's alright, Lydia. Ethan pulling a stunt like this. Of course, she's still upset about being reported last time. Just go back, explain yourself properly, get everything out in the open. She like you so much. She'll definitely forgive you. Right. Right. He has been chasing you for 2 years. 99 confessions. She's just throwing a fit this time. A little coaxing and she'll come around. Everyone around her is pushing her towards the optimistic interpretation. But Lydia's good tell her this time is different. She can't shake the dread creeping up inside her. She can't stand the noise of Terre Châté anymore. Overwhelmed and restless. She drives straight back to the apartment. She need answer from me directly.
At 10, she parks the car and walks towards the entrance of the complex. She notices the sanitation workers. Vider les poubelles. Cela déclenche une mémoire. Hier, elle m'a vu me courber au sol en train de brûler quelque chose. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, mais ne m'avait jamais obtenu une réponse directe. Maintenant, elle veut savoir exactement ce que j'ai brûlé. Mais le gardien a déjà remplacé les poubelles et est parti. Lydia n'a d'autre choix que de monter. Carte à la main, les portes de l'ascenseur glissent et elle se retrouve bloquée par plusieurs grandes boîtes de bagages. Le jeune homme à côté s'en aperçoit et s'excuse rapidement en courant pour dégager le passage. Elle suppose qu'un nouveau voisin vient d'emménager dans l'une des unités voisines. Mais lorsqu'elle atteint sa propre porte, elle remarque que la porte au fond du couloir est légèrement entrouverte. Elle frappe. Silence. Le calme étrange lui fait froncer les sourcils. Elle est sur le point de pousser la porte quand une voix masculine vient de derrière elle. Êtes-vous le voisin d'en face? Bonjour, je viens de m'installer dans l'unité 1705. Ravi de vous rencontrer. 1705. Au moment où elle entend ces chiffres, Lydia jette instinctivement un coup d'œil au panneau et se fiche complètement, aussi immobile qu'une statue. Le jeune homme pousse son bagage à roulettes, toujours en train de se présenter joyeusement. Lydia n'entend pas un seul mot. Elle tourne mécaniquement la tête, les yeux fixés sur le numéro au-dessus d'elle, 1705, nouveau résident, unité 1,75. Alors où est l'ancien locataire? L'agent a dit qu'il avait déménagé ce matin. Le prix de la location était bien en dessous du marché. J'ai eu une affaire et je veux juste le remercier. Quelques phrases courtes et l'esprit de Lydia devient complètement vide. Elle reste là pendant un long moment avant de revenir à la réalité. Elle s'écarte et pousse la porte. L'appartement est vide. Au-delà des meubles standards, il ne reste aucun objet personnel. C'est aussi propre qu'un appartement modèle. Le jeune homme ne remarque pas son visage qui perd lentement de sa couleur. Il continue à sourire. Propre, hein? L'agent a mentionné que le précédent locataire avait passé 3 jours à emballer et même jeté beaucoup de choses qu'il n'a pu prendre. Lydia ne sait pas comment elle fait pour retourner dans son propre appartement. Quand elle revient à elle, elle se trouve effondrée dans l'entrée, les jambes complètement anesthésiées, tout son corps comme s'il avait été sorti de l'eau. Elle sort son téléphone, trouve mon contact et tape avec des doigts tremblants. Pourquoi as-tu déménagé? Au moment où elle appuie sur envoyer, un petit point rouge apparaît à l'écran. La vue de cela la transperce et son regard se fige pendant un instant. Elle refuse d'accepter, et envoie plusieurs autres messages, chacun rencontrant le même avertissement. En fixant l'écran, elle sent comme si quelque chose était coincé dans sa gorge, coupant sa respiration. Juste au moment où elle est sur le point de suffoquer, son téléphone sonne. Elle expire et répond. La voix paniquée de sa colocataire lui remplit l'oreille. Lydia, c'est grave. Ethan est parti en Italie. Je suis actuellement à la table d'affichage. Son nom figure sur la liste des étudiants étrangers. Ces mots lui parviennent comme un coup de tonnerre, envoyant des vagues titanesques dans sa poitrine. Elle essaie de se relever contre l'armoire, mais ses jambes anesthésiées refusent de coopérer. Elle bascule en avant et tombe au sol, son front heurtant le coin du mur, s'écorchant. Le sang jaillit immédiatement. Son téléphone, à proximité, grésille avec des voix affolées. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en route. Lydia ne peut plus traiter les mots. Elle presse sa main sur la plaie, son crâne criant d'une douleur rongeante, insupportable. Elle se recroqueville sur elle-même, un faible son agonisant s'échappant de sa gorge alors que l'obscurité l'entoure dans son dernier moment de conscience avant de perdre connaissance. Les mots qu'elle a lu innombrables fois aujourd'hui sont gravés dans son esprit. Ethan ne m'aimera plus jamais. Les blessures de Lydia sont graves. Elle tient difficilement à la vie, mais est transportée en soins intensifs. Lorsqu'elle se réveille enfin, 3 jours ont passé. Ses amis sont rassemblés autour de son lit, visiblement soulagés, et commencent à lui raconter tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était inconsciente. Selon ce que nous avons découvert, Ethan est arrivé en Italie il y a 3 jours, mais il n'a toujours pas terminé le processus d'inscription là-bas. Apparemment, après la publication de la liste, quelqu'un a déposé une plainte contre lui à l'école, affirmant qu'il avait triché lors d'un examen et devait avoir son poste en échange révoqué. Si le poste est annulé, il sera probablement obligé de revenir. Ne t'inquiète pas, Lydia. Il ne partira nulle part. Le cœur de Lydia fait un bond. Ses yeux s'ouvrent brusquement. Elle est encore en train de traiter tout cela quand on frappe à la porte. L'un de ses amis se précipite pour ouvrir. Les autres tournent la tête et voient entrer le redoutable professeur Lin, son expression grave. Il jette un bref regard coupant à la personne dans le lit d'hôpital, son autorité est si imposante que personne n'ose croiser son regard. Tu es Lydia. J'ai entendu dire que tu étais derrière l'affaire de plagiat concernant Ethan et Julian. Je voudrais une parole. À ces mots, ses amis ne traînent pas. Ils sortent du service sans un bruit, observant la porte se refermer derrière eux. Lydia relève légèrement le menton. C'était moi. La confirmation atteint son but et le visage de professeur Lin est submergé par la fureur. Sa voix descend à un poids délibéré et lourd. Ethan m'a dit que tu avais fabriqué des preuves. As-tu une idée de ce que tu as fait pour son avenir? Une fois cette documentation traitée, combinée avec le rejet public qu'il a subi à cause de toi la dernière fois, cela le suivra partout. Tu l'auras ruiné toute sa vie. Il t'a aimé. Mais honnêtement, a-t-il fait une seule chose pour te blesser en 2 ans? As-tu tant haï qu'il fallait que tu ne cesses pas jusqu'à ce que tu le détruises? Si tu as encore un brin de décence restant, va à l'école maintenant et dis-leur la vérité. La tête de Lydia résonne. La panique inonde en elle instantanément. Elle avait seulement fait cela par jalousie, en colère que je ne l'ai pas choisi pour l'événement du club. Elle avait menti au superviseur juste pour me forcer à faire la paix avec elle. Elle n'avait jamais imaginé qu'il déclencherait une réaction en chaîne de cette magnitude. Elle ne pense plus à sa blessure. Elle se dresse péniblement, insistant pour aller à l'école avec professeur Lin pour mettre les choses au clair. Au moment où ils sortent, le personnel médical bloque leur chemin. Les médecins refusent de la laisser partir. Ils plaident avec elle, mais elle n'entend pas un mot. Elle retourne quand même à l'école. Professeur Lin a déjà organisé une réunion avec le chef du comité disciplinaire devant le doyen de l'école de design et le superviseur. Lydia nomme Julian comme celui qui a plagié. Julian ne voit pas venir ce revirement. Il panique immédiatement, éclate en sanglots et nie tout. Le superviseur est également pris au dépourvu par la rétractation et ne sait plus quoi croire. L'expression de Lydia reste froide tandis qu'elle déverrouille son téléphone et fait apparaître une photo. C'est une lettre que Julian m'a écrite à la main. Ma famille apportera l'original sous peu. Vous pouvez comparer l'écriture avec le mot. À cela, les pleurs de Julian se transforment en sanglots désespérés. Lydia, c'est moi, Julian. As-tu oublié que nous avons grandi ensemble? Tout cela est du passé.
Pourquoi mens-tu? Lydia observe qu'il nie l'évidence et une lueur de mépris traverse son regard. Je n'ai jamais aimé toi. Tout ce qui s'est passé avant était juste un acte. Je ne joue plus, donc je ne vais certainement pas te couvrir. Tu as fait ça. Assumé jusqu'au bout. Les mots à peine sortis de sa bouche quand la famille de Lydia arrive avec la lettre originale. Après une comparaison attentive, l'écriture sur le mot est confirmée être celle de Julien. Le comité disciplinaire se réunit immédiatement et fait un annonce scolaire pour rectifier les faits. Étant donné la gravité du manquement, Julien est exclu et l'incident est inscrit définitivement dans son dossier académique. Dès que tout est résolu, la nuit est tombée. Lydia étudie elle-même contre le mur et appelle Professeur Lynn. Professeur Lynn, Ethan sait-il ce qui s'est passé ici? Même si la question est réglée, l'ire de Professeur Lynn n'a pas complètement disparu. Il la regarde sans chaleur. Il était presque exclu. Bien sûr, il le sait. Est-ce que cette chute a endommagé ton cerveau? La réprimande lui fait mal et Lydia se sent pire à chaque instant. Toujours est-il qu'elle veut dire quelque chose. Maintenant que tout est clarifié, reviendra-t-il? Ce poste est le seul dans toute l'école d'architecture. Ethan l'a mérité par ses mérites. 3 années solides de recherche en Italie lui ouvriront toutes les portes. Pourquoi reviendrait-il? De plus, avec quelqu'un comme toi encore à Shinga University, rester loin le sauve du chagrin. Si j'avais su qu'il perdrait la tête pour quelqu'un comme toi, je l'aurais raisonnablement parlé dès le début. En ce qui concerne les relations, il faut choisir avec sagesse. Je suis étendu en train de bronzer au bord de la mer quand le téléphone de Professeur Lynn me contacte pour me dire que tout va bien. Je n'ai aucune idée de comment il a fait pour que Lydia dise la vérité, mais je lui en suis profondément reconnaissant. Professeur Lynn offre quelques mots supplémentaires de conseil et se hâte vers une réunion. J'avale une gorgée du jus à côté de moi et me repose dans le fauteuil de plage sans souci au monde. 3 jours auparavant, je suis arrivé en Italie. J'avais prévu de finaliser mon inscription immédiatement. Mais l'université a rappelé en Chine pour vérifier mes dossiers et m'a soudainement informé qu'il y avait un problème avec ma place, temporairement irrésoluble. C'est seulement après avoir demandé à mon colocataire que j'ai appris quelqu'un avait déposé une plainte anonyme contre moi. Alors j'ai contacté Professeur Lynn, expliqué la situation et lui ai demandé ce qu'il pouvait faire. Professeur Lynn est l'une des figures les plus distinguées de Shinda University, mais je sais que la situation est complexe et je me suis préparé au pire. Je dois dire, depuis que Lydia est entrée dans ma vie, ma capacité à gérer la pression a considérablement augmenté. Même maintenant, en faisant face à la possibilité d'exclusion, je reste calme. J'ai même le sang-froid de prendre un vol dernière minute et venir passer quelques jours au bord de la mer. Maintenant que tout est réglé, je me permets de vraiment me détendre et commence à penser qu'en retourner. Terminer la paperasse d'inscription. Je suis en train de parcourir les options de vol quand un message apparaît dans le groupe de discussion du dortoir. Ethan, Lydia est venue nous chercher. Elle dit qu'elle veut vos coordonnées. Elle prétend vouloir s'excuser. Nous ne tombons pas pour ça. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas donné un seul chiffre. Vous devriez la voir. Elle a l'air absolument dévastée. Il y a des bandages autour de sa tête. Apparemment, elle était en soins intensifs il y a seulement quelques jours. Elle obtient exactement ce qu'elle mérite. En lisant leurs commentaires vivifiants, je me représente immédiatement la scène où Lydia est rejetée quand elle demande mon nouveau numéro. Le coin de ma bouche se courbe en un petit sourire. J'envoie un généreux enveloppe rouge dans le groupe de discussion. Merci à tous d'avoir eu mon dos ces derniers jours. Tout a été réglé. Quand mes 3 ans seront terminés, je vous invite au dîner. Je vous remercierai tous personnellement en personne. J'effectue la réservation du prochain vol pour Milan, m'étire lentement et me lève. En marchant de retour vers l'hôtel à travers le sable doux. Cette fois, le processus d'inscription se passe sans accroc. Pas un seul problème. Je regarde les documents tamponnés dans ma main et la nouvelle carte d'étudiant que j'ai juste reçue et laisse échapper un sourire satisfait. Resterez-vous au dortoir ou avez-vous organisé votre propre logement? J'ai déjà trouvé un appartement. Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec le milieu social chaotique des dortoirs internationaux. Donc avant le voyage, j'ai acheté un petit appartement près du campus. Je prends ma valise et m'y rends immédiatement. Lorsque je arrive, je regarde les escaliers devant moi, essaie de soulever la lourde valise et laisse échapper un long soupir. Je balance si je dois payer quelqu'un pour m'aider quand une belle jeune femme marche à côté de moi, me demandant en anglais si j'ai besoin d'une main. Je hoche rapidement la tête et Sophia m'aide à porter les bagages en montant les escaliers, bavardant agréablement pendant le trajet. Dès que nous atteignons ma porte, nous venons juste de finir d'échanger des présentations. Je me penche légèrement pour la remercier. Elle tend ses paumes rougies vers moi pour que je les voie et plaisante avec un sourire. J'ai simplement fait une faveur à quelqu'un. Un simple merci ne suffit pas, n'est-ce pas? Pourriez-vous me donner l'une de vos cartes professionnelles? La demande me prend au dépourvu pendant un moment, mais je me reprends rapidement. Après avoir fouillé dans mes affaires, je ne trouve aucune carte. Je la regarde avec des excuses. Désolé. Pas de souci. Elle produit un stylo apparemment de nulle part étant le dos de sa main vers moi. Votre numéro, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, juste ici sur ma main. Je hésite pendant un moment, puis prends le stylo et écris une longue série de chiffres sur sa main. Après avoir emménagé dans l'appartement neuf, je passe plusieurs jours chargés à mettre la place en ordre. Ce soir-là, j'ai des nouvelles que tous les étudiants étrangers de ma cohorte ont terminé leur inscription et qu'il y a une cérémonie d'accueil dans l'auditorium demain. J'enregistre le réparto le lendemain matin. Ces derniers jours, j'ai profité des moments libres pour errer sur le campus. Mais l'université est immense et les bâtiments se ressemblent tous étonnamment. Donc, je me perds encore une fois. Avec la montre qui tourne, je suis juste en train de demander quelqu'un pour des instructions quand mon téléphone sonne, un numéro inconnu. Je m'arrête pendant quelques secondes, puis réponds. Une voix que je reconnais vaguement. Vient à moi, mais je ne parviens pas tout à fait à la situer. Je suis encore en train de réfléchir là-dessus quand quelqu'un me tape sur l'épaule depuis derrière. Je me retourne et trouve Sophia, celle qui m'a aidé avec les bagages, me souriant avec son téléphone toujours collé à son oreille. Cela clique. C'est son numéro. Mon visage se fend d'un regard de surprise agréable. Nous nous tapons dans la main en guise de rapide salutation. De quoi rêvais-tu? Je lui parle honnêtement de ma situation. À l'évocation du auditorium, elle dit immédiatement qu'elle s'y rend aussi. Eh bien, tu peux me tenir compagnie et comme je connais le chemin, je vais m'occuper de la direction. Je la crois sans hésitation. Nous nous faufilons ensemble à travers le campus labyrinthique en riant et parlant tout du long. Après environ 10 minutes de virage sinueux, Sophia pointe l'immeuble devant nous et me dit que c'est celui-là. J'inspecte la photo qu'un seigneur m'a envoyée. Elle correspond exactement. Je fais un signe de remerciement à Sophia. La cérémonie d'accueil dure 2 heures.
Quand je sors de l'amphithéâtre, mon dos est raide. Je pense encore au déjeuner quand quelqu'un apparaît juste devant moi. C'est Sophia souriante et qui me demande mes plans pour le déjeuner. Je suis perdu et elle peut le voir. Elle sourit, recommande un restaurant proche et m'invite à la rejoindre. J'accepte et la sueur du campus. Quand nous arrivons, je réalise qu'il s'agit d'un restaurant chinois. Un éclair de surprise traverse mon visage. Tu veux me conduire dans un restaurant chinois? Est-ce que tu peux le gérer? J'ai entendu dire que c'était difficile à adapter pour la nourriture ici. Je voulais que ton déjeuner d'aujourd'hui soit une expérience agréable pour toi. Et j'avais aussi envie de goûter à la cuisine chinoise, alors cela semblait être le choix parfait. Je n'attendais pas tant de gentillesse. Je ne veux pas la décevoir. Alors faisons-le. Je vais jouer le rôle d'hôte pour ce repas et j'espère te donner une introduction correcte à la cuisine chinoise. Nous entrons en parlant et trouvons une place grâce à la personnalité vive mais attentionnée de Sophia. Le repas se révèle véritablement agréable. Nous discutons des différences entre les cultures orientales et occidentales, puis dérivons dans tous les événements intéressants qui se passent sur le campus, et avant longtemps, nous parlons comme de vieux amis. Après le déjeuner, Sophia me ramène à mon appartement. À la porte, son expression devient un peu réticente. Accepterais-tu l'honneur de venir prendre le thé avec moi ce week-end? Le week-end apporte une météo rarement parfaite. Je me présente joyeusement et nous prenons place dans une conversation détendue au café du jardin. Un essaim de colombes blanches dérive depuis le lac et une plume flotte et atterrit sur ma tête. Sophia la remarque, rit et se penche pour l'effleurer. Nous sommes assez proches pour que la scène paraisse intime à distance. Je lui souris dans les yeux en levant les yeux vers elle. Merci. Les mots ne sont pas encore sortis de ma bouche que mon champ de vision périphérique capte quelque chose et mon regard se fige. La femme debout dans l'entrée, le visage bandé, la mine creusée et épuisée. Elle ressemble juste à Lydia. Avant que je puisse jeter un œil plus attentif, la femme est déjà en train de nous approcher. Elle baisse ses yeux rougis, examinant le plateau de pâtisserie depuis le haut. Son regard vaillant entre les deux d'entre nous. Qui est-elle? Cette voix. Je la confirme immédiatement. C'est Lydia. Je n'ai aucune idée de la manière dont elle m'a retrouvé ici, mais sa présence ne me surprend pas le moins du monde. J'ai toujours savais qu'elle me suivrait en Italie tôt ou tard. Dans l'esprit de Lydia, je suis une prière qu'elle possède déjà. Elle ne permettra jamais que je m'échappe de son regard. J'ai été prêt pour cette réunion. Alors, quand elle vient vers moi avec ce ton hostile, je reste complètement composé. Un nouveau ami. Ami. Quel genre d'ami? Est-ce qu'elle est ma petite amie? Les derniers mots sortent entre mes dents serrées. Elle n'a jamais imaginé que, après s'être traînée ici à moitié blessée sur des milliers de kilomètres, prête à tout révéler, elle entrerait sur moi dans ce qui ressemble à un rendez-vous. Quelques jours à l'étranger et il a déjà trouvé quelqu'un d'autre. N'a-t-il pas poursuivi pendant 2 ans, été rejeté 99 fois sans jamais abandonner? Le centième n'était-il pas censé être le bon? Alors pourquoi rompre sa promesse? Tu l'as oublié. Je ne lui laisse pas la chance de remuer le passé. Honnêtement, te poursuivre n'a pas été mon chapitre le plus fier. Pourquoi devrais-je m'en souvenir? Au-delà de tes traits, il n'y a rien de particulièrement remarquable chez toi. J'ai tourné la page. Si je veux explorer d'autres options, ai-je besoin de ta permission? Les mots atteignent Lydia comme une eau froide au visage. Elle me regarde en pleine incrédulité, les yeux remplis de suspicion. Ethan, qu'est-il arrivé à toi ces derniers jours? Nous avions un accord. J'ai été génial, en fait. Bien nourri, bien dormi. Grâce à toi, j'ai même eu le temps pour une petite vacance. Toi, au contraire, apparaître sans prévenir que je ne suis pas content de voir. Si tu peux comprendre l'indice, s'il te plaît quitte ce café. Franchement, tu interromps mon moment avec Sophia. Je le dis d'un ton léger comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le rejet désinvolte draine ce qui reste de couleur sur les joues de Lydia. Elle réalise pour la première fois. Les choses ont vraiment échappé à son contrôle. J'avais tort avant. Je ne devrais pas avoir utilisé tes sentiments contre toi. Je suis désolé, Ethan. Pardonne-moi s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Je jette un coup d'œil à ses mains tremblantes, lève un sourcil et laisse une note de sarcasme dans ma voix. Je ne mérite pas les excuses de la beauté du campus. Ne t'inquiète pas, nous sommes des étrangers désormais. Tu n'as pas besoin de perdre ton sommeil à cause de moi te poursuivant. Elle voit la détermination dans mes yeux et sait que je ne bluffe pas. La panique surgit en elle et sans réfléchir, elle attrape ma main, serrant assez fort pour me faire mal. Sophia, qui n'a compris aucun mot de notre échange, suppose initialement que nous faisons simplement le point comme des amis. Mais quand elle voit ma main rougir sous la poigne de Lydia, elle se lève rapidement pour intervenir. Pour Lydia, c'est une provocation. Sans réfléchir, elle repousse la main de Sophia. Sophia trébuche en arrière de quelques pas, Lydia lui jette un regard froid et méprisant et essaie de me traîner avec elle. Sophia se stabilise contre le mur. Elle voit que je résiste et donne une gifle à Lydia. Les deux femmes sont l'une sur l'autre instantanément. Plusieurs clients, craignant d'être pris au milieu, se précipitent vers la sortie. Le propriétaire du 2e étage appelle la police sans délai. Des agents séparent les deux femmes et les ramènent toutes les deux au poste de police. Les bandages sur la tête de Lydia ont été arrachés dans la bagarre, exposant la plaie vive en dessous. Les agents reculent visiblement devant le spectacle. Ils supposent instinctivement que Sophia a attaqué quelqu'un déjà blessé. Sophia proteste vigoureusement et Lydia, battue comme elle l'est, se défend aussi bien qu'elle peut. Se débat, insistant pour que Sophia ait donné le premier coup. Ils argumentent ce qui semble être la moitié de la journée, à peine écorchant les tympans du policier. Sans une résolution claire sur celui qui a commencé, sans autre option, le policier se tourne vers le seul témoin présent, moi. Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît décrire ce que vous avez vu sur place? À ces mots, les deux femmes se tournent en chœur, fixant leurs regards urgents sur moi. Je n'hésite pas. J'élève la main et pointe directement Lydia. Elle a poussé la première. Lydia devient raide, debout complètement figée, incapable de croire que j'ai mentionné son nom. Sa voix tremble. Je l'ai simplement poussée une fois. C'est elle qui m'a frappé. Ethan, pourquoi aurais-tu fait ça? La phrase se brise. Une éclaircie de clarté traverse Lydia, et en un instant, elle comprend exactement pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Il me rend l'appareil. Il veut que je sache à quoi ressemble d'être accusé faussement. Cette réalisation la laisse sans voix. Le policier ne comprend pas le chinois et me demande de traduire. Je garde les choses simples et factuelles. J'étais en train de déjeuner avec Sophia. Cette femme est entrée brusquement, a causé un trouble, a essayé de m'arracher contre ma volonté, puis a poussé Sophia.
C'est ce qui a déclenché la bagarre. Le dernier éclair d'espoir à l'intérieur de Lydia s'éteint complètement. Elle ouvre la bouche, sa voix râpeuse et vide. Tu ne me soutiendras plus jamais. Est-ce que oui? Je jette un regard oblique sur elle et lui offre un sourire froid. Je suis une personne honnête. Je prends parti pour la vérité. Lydia n'arrive toujours pas à lâcher prise. Elle insiste. Alors, si elle avait poussé la première, aurais-tu dit honnêtement la vérité? Est-ce que tu as besoin de demander? Nous sommes des étrangers, Lydia. Sophia est jeune et ne mérite pas tout cela. Bien sûr, je vais veiller sur mon ami. Je laisse tomber cette ligne et m'éloigne sans jeter un autre regard à son visage. Avec mon témoignage et les images de sécurité obtenues rapidement, la vérité est confirmée en peu de temps. Lydia est arrêtée pour trouble à l'ordre public en tant que ressortissante étrangère. J'attends que Sophia soit libérée et lui offre mes remerciements ainsi que mes excuses. Elle les repousse, imperturbable par ses petites blessures, et dit plutôt qu'elle aimerait planifier quelque chose pour la semaine prochaine en raison de l'interruption d'aujourd'hui. Je réfléchis soigneusement à cela. Sophia est indéniablement belle, mais étant donné les événements d'aujourd'hui, je ne suis pas entièrement convaincu qu'elle ait géré la situation avec le plus grand jugement mature. Je sais aussi que Lydia ne va pas laisser tomber facilement et je ne veux pas entraîner Sophia dans davantage de problèmes ou me retrouver au poste de police à nouveau. Je sens que Sophia a des sentiments qui dépassent l'amitié, mais je ne suis plus le genre de personne qui agit sur un coup de tête. Alors, finalement, j'accepte poliment de refuser. Pour les mois et demi suivants, je ne vois pas Lydia du tout. La vie reprend son rythme stable. Sophia me contacte 2 fois de plus, mais après que j'ai refusé à nouveau, les choses entre nous s'estompent doucement jusqu'à rien. Je n'éprouve aucune tristesse particulière pour cela. Dans ce pays étranger, savoir se débrouiller en cuisine se révèle être un passeport de quelque sorte. Je m'intègre rapidement au groupe des étudiants internationaux. Juste alors que je suis sur le point d'oublier que Lydia existe, elle réapparaît. Elle arrive avec plusieurs voitures chargées de ballons roses bloquant mon chemin sur le campus. Je regarde autour de moi tous les regards curieux et me retrouve pour une fois sans voix. Lydia ignore complètement mon expression et expose tout. Ethan, si je te poursuis 100 fois, donneras-tu me another chance? A few months ago, hearing this might have broken me down completely. Now I am not only unmoved, it makes my skin crawl. What a soap opera. What painfully sentimental lines was out of my mind back then? I actually did this in public time and again. Looking back, I don't even feel wistful anymore. Just deeply embarrassed. At this moment, I have completely tuned Lydia out. After a long way with no answer, panic creeps into Lydia. She become visibly uneasy and search my face anxiously. I deliberately look past her and wave at Someone in the distance. Hey, Chloe. Yuki, where are you headed? Lydia follow my gaze and realize he was waving at Someone else entirely. Her at Plumet. Lydia. Ethan. Before Lydia can continue, the one called Chloe walks over, her tone warmly familiar. We are going camping. Want to join? The weather is clear. The weekend is open. And there is a very inconvenient problem standing right in front of me. I have every reason to say yes, and I do. He asked Chloe about the evening's plan. We talk naturally, neither of us sparing Lydia so much at a glance, and he walk off with the group, watching us disappear into the distance. Lydia's face turned shark white. She clenched her fist, and the look she saw after Chloe is full of wounded jealousy. Lydia follow us all the way out to the countryside. Across the river, she has a clear view of everything happening on the other side. 7 or 8 students are gathered together in lively celebration. The atmosphere is warm and spirited. She has no wine. She can only watch from afar. But the more she watch me, the heavier her chest become. No matter what I do, Chloe is at my side. The distance between us never exceeds the paces, and it keeps shrinking. The particular closeness set Lydia's eyes burning with envy. She wants nothing more than to march over and pull me away, but she knows that if she does, it will only make me angry. She doesn't want the rift between us to deepen, so she forces herself to do nothing that would make things worse. She swallows down the burning tangle of emotion and tells herself to endure. She endures for 3 hours as the sky slowly darkens. We light a bonfire. The party full of noise and warmth. The energy is electric. The noise start to warm me. I find myself restless and slip away to the riverbank alone for a breath of air. Lydia says the moment she walks over to me. Ethan, I have something to say to you. I'm in a decent enough mood today, but the sight of her still irritates me. I'd rather not, honestly. I turn to leave. Lydia panics and grabs my hand, her eyes full of desperation. Just a few minutes, Ethan. There are things I've been wanting to say for a very long time. That j'ai my attention. I finally look up at her. My expression irritable a very long time. Like what? That you fell for me at first sight 2 years ago. By the end, there is clear mockery in my voice. Lydia goes rigid as if struck by lightning. She never imagined she would hear the secret she thought she had buried so carefully spoken à by me. I don't bother with her reaction. The sarcasm on my face deepens. Lydia, think about it honestly. If you said those words out loud, not just to me, but to quiconque, même toi-même, te croirais-tu vraiment? Quel genre de sentiment secret reste parfaitement caché pendant 2 années entières sans la moindre fuite? Qui refuse la personne qu'ils sont censés aimer 99 fois en public juste pour protéger leur propre ego et qui, à chaque instant de crise ou de douleur, pousse systématiquement la personne qu'ils prétendent aimer dans le coin opposé? Est-ce de l'amour? Cela sonne beaucoup plus comme de la haine pour moi. L'esprit de Lydia devient complètement vide lorsque les mots atteignent sa conscience. Elle désire désespérément nier tout cela, mais aucune réfutation ne lui vient à l'esprit, seulement des paroles vides et faibles. Ce n'est pas ça, Ethan. Je t'aime vraiment. Tout le monde autour de moi le sait. Ils peuvent tous témoigner pour moi. Puisque je n'avais aucune idée de qui tu aimais, cela ne me regardait pas. D'où je me tenais, la personne que tu as toujours aimée était Julien. Va lui raconter tout ton amour inconditionnel. Déverse-lui ton cœur. Vous deux étiez parfaitement assortis, et toute cette histoire m'a rendu malade du début jusqu'à la fin. Le dégoût non dissimulé sur mon visage est la dernière chose que Lydia peut supporter. Son corps tremble de manière incontrôlable, mais elle refuse de lâcher prise, essayant obstinément de me retenir là. Je n'ai plus aucune patience pour cela. Je libère ma main et tourne les talons pour partir.
L'instant où nos mains se séparent, Lydia ressent comme si elle perdait tout d'un coup. Une douleur sourde et écrasante se répand dans sa poitrine. Toute sa force s'évacue en un instant, la laissant vaciller comme si elle allait tomber. Je détourne le regard sans effort, marchant vers le groupe avec une légèreté de pas. J'imagine que maintenant que tout a été dit, Lydia finira par abandonner. Je suis très rapidement prouvé en erreur. Elle ne peut simplement pas accepter un refus pour réponse. Pour les mois suivants, chaque fois que je sors, je peux compter sur le fait qu'elle sera à moins de 20 mètres de moi. Toutes quelques jours, elle se présente devant moi avec des gestes élaborés, les appelant des confessions d'amour. Une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai déjà arrêté de compter. Face à son obsession monomaniaque, je lui donne rien. Je l'ignore quand c'est possible, et quand ce ne l'est pas, j'appelle la sécurité et la fais éloigner sous prétexte de troubles à l'ordre public. La nouvelle se répand rapidement. Avant longtemps, tout le campus connaît Lydia et sa poursuite tenace. Où qu'elle aille, les gens pointent du doigt et murmurent. Elle ne semble pas s'en soucier. Ses yeux restent fixés sur mon dos. Elle croit que si elle continue simplement, elle finira par m'atteindre. La réalité en a d'autres projets. Non seulement je n'affiche aucun signe de mouvement, mais j'accepte l'attention des autres femmes devant elle. Lydia ne peut qu'assister impuissante à ma proximité avec les femmes autour de moi. Lentement, Lydia commence à s'habituer à la vue de moi entourée d'admirateurs. Elle admet malgré tout que j'avais raison. Je n'étais jamais sa propriété à garder. Après chaque rejet, elle devient insensible. Peu importe ce qu'ils disent ou le regard froid qu'elle reçoit, elle ne ressent plus la morsure. Elle compte chaque tentative de 1 à 50. Avec l'hiver qui se transforme en printemps et le printemps qui s'estompe dans un début d'été, elle suppose que les jours continueront dans ce schéma monotone. De 50 à 100, peut-être même jusqu'à 101. Lydia n'a jamais l'intention de se rendre juste quand elle croit pouvoir être indifférente à tout. Je me tiens devant elle tenant un main de femme, souriant tandis que je la présente aux personnes autour de nous. Comme ma petite amie. À ce moment-là, Lydia sent le ciel s'effondrer. Elle perd toute raison et charge en avant pour me confronter. Mais avant qu'elle ne se rapproche, le gardien de sécurité patrouillant se place sur son chemin depuis derrière la barrière humaine. Ses yeux brûlent d'une couleur rouge. Elle crie, pourquoi? Mon regard se pose sur elle pendant juste une seconde. Ma voix est totalement plate. Je suis jeune. J'ai de l'argent et j'ai tout le temps du monde. Qu'est-ce qui ne va pas à ce que je date quelqu'un de beau? Est-ce que cela te cause quelque inconvénience d'une manière ou d'une autre? Lydia tombe en morceaux pendant longtemps après ça. Elle boit seule dans des bars nuit après nuit jusqu'à peine pouvoir tenir debout. Tous les matins elle se réveille dans une chambre vide et glisse lamentablement de nouveau dans la douleur. Elle veut me trouver, pour supplier que je mette fin à notre relation. Mais chaque fois qu'elle s'approche et voit moi souriant et main dans la main avec ma petite amie, son courage l'abandonne complètement. Seulement maintenant Lydia comprend vraiment ce que cela fait. Mais c'est bien trop tard. Elle ignore toutes les suppliques de ses amis et sa famille et insiste pour rester à l'étranger, déterminée à voir cette situation jusqu'à une certaine fin. Lorsque la chaleur estivale commence à se dissiper, Lydia entend enfin que je me suis séparé. Elle va me trouver avec un demi-sourire prêt à me consoler, mais encore une fois, rien ne se passe comme elle l'attendait. Je n'affiche aucun signe de désespoir du tout. Le regard que je porte sur elle est le même qu'il y a des mois. Le sourire de Lydia se fige. Elle teste prudemment la situation. Vas-tu bien? Cela t'a fait mal? J'ai arrangé mon visage en un sourire poli parfait. Nous nous sommes séparés sur de bons termes, complètement mutuellement consentants. Il n'y a rien à souffrir. Elle se détend légèrement. Et puis une seule phrase désinvolte de ma part coupe court au moment. De plus, même si j'avais été blessé, que cela aurait-il comparé à ce que j'ai vécu ces 2 dernières années? Tu étais là pour tout ça. Pas besoin de verser des larmes de crocodile maintenant. Le coup final envoie Lydia chercher désespérément une explication d'elle-même, mais je ne lui laisse aucune ouverture. Je peux expliquer ce qui s'est passé à cette époque-là, Ethan. D'accord, assez. J'en ai déjà marre. Lydia, arrête de te produire pour moi, s'il te plaît. Je n'ai plus d'appréciation pour ton numéro. Si tu as besoin d'un public, retourne chez Julien et ton petit cercle. Ils seront sûrement heureux de jouer le jeu. Les mots laissent Lydia rougissante et sans voix. Je passe devant elle et marche droit vers l'immeuble académique. J'ai plaisir à ce que tout le monde autour de moi utilise mon nom anglais maintenant. Tout le monde ici m'appelle par là. Presque personne ne sait que je suis l'Ethan qui a été la cible de toutes ces déclarations publiques. À ce stade, Lydia est à court d'idées. Après 99 tentatives, aucune n'a bougé mon cœur. Elle est vraiment sans ressources. C'est seulement avec une suggestion d'un ami qu'elle trouve quelque chose pour le dernier essai. Pour la 100e déclaration, elle choisit le petit jardin sur le campus. Dans le jardin, elle arrange un immense jeu de dominos, formant les mots du moment précis où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Elle suspend des guirlandes lumineuses aux arbres et planifie d'allumer des bougies dans tout le jardin pendant la nuit pour me ramener à ce début et m'attirer là-bas. Lydia mobilise une petite armée de personnes et rédige des dizaines de plans de secours. Cette fois, elle est déterminée à me faire comprendre qu'elle a vraiment été touchée. Pour moi dès le premier moment et que son remords maintenant est tout aussi réel. Tout est en place. Le temps arrive et je ne me montre pas, Lydia se désintègre complètement. Elle conduit frénétiquement à chaque endroit où elle peut penser, cherchant. À 9 heures, une alarme retentit. Le jardin sombre inonde de lumière. Des ballons s'élèvent dans les airs. Des pétales et des plumes dérivent du haut. Et les notes douces d'un piano se répandent à travers les arbres. Claque après claque, les dominos commencent à tomber par eux-mêmes, un par seconde, réguliers et implacables. Après plus de 10 minutes, la pièce finale tombe, et chaque bougie dans le jardin s'enflamme en même temps. Mais Lydia sent chaque once de sa force s'échapper de son corps. Lorsque le dernier moment arrive, son téléphone sonne. C'est un numéro international inconnu, mais au moment où elle répond, elle reconnaît ma voix. J'entends que tu as organisé la 100e confession pour ce soir. Quel dommage. Je suis actuellement de retour en Chine. Mes excuses. Lydia avale la douleur et l'amertume et force un ton léger. C'est bien. Je suis déjà heureux juste d'entendre ta voix. Si tu le veux, je peux toujours planifier la 101e, la 102e. Sa voix porte une trace d'espoir. Elle rêve déjà à moitié de pardon. Pas besoin de cela. Je t'appelle ce soir pour te dire 2 choses. La gorge de Lydia se serre. Son étreinte sur le téléphone se resserre avec elle. La première chose, un rappel amical. C'est l'hiver et l'air est sec. Lorsque tu auras terminé ton petit spectacle, s'il te plaît souffle chaque bougie. Nous ne voudrions pas qu'il y ait un incendie. À ces mots, Lydia regarde autour d'elle et voit une pluie de feuilles sèches dériver lentement autour d'elle.
La deuxième chose, de bonnes nouvelles. Je suis en nouvelle relation. Cette petite amie est, si possible, encore plus belle que la précédente. Tu peux t'arrêter à 100. Quelques phrases courtes. Pourtant, dans l'esprit de Lydia, elle déclenche une avalanche de souvenirs. En un instant, elle se sent comme si une malédiction avait été jetée sur elle. Une douleur perçante et brûlante traverse son front. Submergée par la douleur, elle perd tout contrôle. Le téléphone glisse de sa main et se casse contre un support à bougie. En quelques instants, le feu déchire le jardin, mais elle ne court pas. Elle ne crie pas. Elle reste là immobile comme une statue, devenant partie du spectacle enflammé autour d'elle. Lorsque la nuit est finie, chaque arbre dans le jardin a été réduit en cendres. La seule grâce est qu'il n'y a pas eu de victime. Des pompiers arrivent à temps pour la sortir. À peine consciente, presque submergée par la fumée. Elle survit d'une manière étroite, mais le feu met l'administration de l'université Shinga dans une colère noire. Ils annoncent qu'ils poursuivront la pleine responsabilité en tant que principal suspect. Lydia est arrêtée et détenue. La famille Lin est affolée lorsqu'elle entend la nouvelle. Ils tirent sur toutes les ficelles pour la protéger. Mais c'est un cas international et il n'y a pas moyen de s'en sortir proprement. Finalement, la famille abandonne une grande partie de leurs actifs et verse des compensations avant que l'université Shinga ne soit d'accord pour conclure. Étant donné la gravité du dommage causé, Lydia passe 6 mois en prison, est placée sur la liste européenne d'interdiction d'entrée et est expulsée, définitivement interdite de retour. Au moment où elle est libérée, elle est prise directement à l'aéroport et renvoyée chez elle. En regardant autour d'elle les foules en tenue d'été, Lydia, encore hébétée comme si elle se réveillait d'un long rêve, revient lentement à elle-même. C'est déjà l'été. Des mois ont passé et elle n'a pas encore. Me voit même une fois. La réalisation agite quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Elle ne peut pas dire si c'est de la déception ou de l'abandon. Il reste encore du temps devant. Il y aura une autre chance pour se rencontrer. Elle se le dit. C'est le seul réconfort qu'elle puisse gérer. Puis elle se retourne et me voit sortir d'un coin de rue. La main d'une belle femme dans la mienne. D'après les photos que ses amis lui ont envoyées, elle reconnaît que c'est ma petite amie. Par hasard, je lève les yeux et la remarque. Dans un geste rare, je la salue avec une chaleur sincère, puis très ouvertement, je la mets au courant. Salut, longtemps sans nouvelles. Je viens de revenir d'un voyage en Allemagne et regarde-toi. Tu es sorti. Le temps passe vraiment vite. Permette-moi de te présenter. C'est ma petite amie, Véronica. Après que Lydia retourne en Chine, elle m'envoie finalement un message par l'intermédiaire d'un contact commun pour savoir si tout cela avait jamais été réel ou juste une performance. Je ne réponds pas. À ce stade, je vois Lydia avec une clarté complète. Elle parle d'aimer moi, mais la seule personne qu'elle ait jamais véritablement aimée est elle-même. Pour elle, j'étais rien de plus qu'un trophée, quelque chose de beau à montrer. En ma deuxième année à l'étranger, je saisis chaque opportunité pour participer à des compétitions. Le temps passe régulièrement, et avant longtemps, 3 ans d'études en échange se terminent. Je retourne en Chine avec une valise pleine de prix en or. Au moment où je descends de l'avion, je vois mes parents et anciens colocataires m'attendre avec des fleurs. Quant à Lydia, je sais qu'elle n'a plus aucune place dans ma vie. Nous ne sommes rien d'autre que deux étrangers dans la foule immense passant l'un à côté de l'autre.